Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Com, le podcast qui décrypte la communication et le marketing. Je m'appelle Étienne et je dirige Unique Production depuis plus de 13 ans. On est spécialiste de la communication en vidéo pour les entreprises, également de la marque Simp qui propose à ses clients de faire des vidéos avec leur téléphone portable pour que nous les montions nous-mêmes. Je suis ravi d'avoir aujourd'hui Marion qui est copywriter avec nous aujourd'hui. Marion, je te laisse la main juste après le générique. Bonjour Marion et merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Étienne, écoute, ça va, je suis ravie de te découvrir. On avait déjà échangé à quelques reprises par mail et je suis très contente d'intervenir dans ton podcast. Je te remercie. Merci en tout cas. Alors pour commencer, est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours, te présenter, quel est ton métier? Oui, alors je suis copywriter freelance, donc on reviendra dessus un petit peu après. Moi, avant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la communication, euh, principalement institutionnelle, avec des, des, des grosses collectivités, on va dire. Et donc, j'ai vu pas mal de choses dans la communication, un spectre assez large de missions. Et puis, lors de mon dernier emploi, je me suis un peu plus intéressée au marketing digital parce que même quand on est une collectivité territoriale, on, alors, on ne vend pas des services, mais on doit quand même expliquer ce qu'on fait et intéresser les gens à ça. Donc, je me suis intéressée aux techniques de marketing digital et, euh, et j'ai beaucoup travaillé mon style rédactionnel et c'est comme ça que je suis arrivée au copywriting et que j'ai décidé de me concentrer sur cette mission-là. D'accord. Alors, justement, la question c'est qu'est-ce que c'est que le copywriting? En fait, le copywriting, c'est une technique de rédaction. Euh, Moi, mon approche, c'est aujourd'hui sur le web, tu trouves, t'es inondé de contenu, il suffit de voir quand tu tapes une requête sur les moteurs de recherche le nombre de sites qu'on te propose. Donc, sur le web aujourd'hui, tu as un nombre énorme de contenus et il suffit de voir le nombre de résultats que tu as pour tes requêtes et c'est hyper compliqué d'être visible de cette façon-là. Et du coup, moi, ma démarche, c'est pas de faire en sorte que l'internaute vous trouve, c'est de faire en sorte qu'il vous cherche vous. Et donc, pour ça, tu vas mettre en place des techniques de rédaction pour valoriser ton histoire, la façon dont tu travailles, ce que tu défends, valoriser ton expertise aussi. Et le but, ça va être de créer un mouvement autour de toi, de créer une communauté de gens qui te suivent, qui te sont fidèles. Et c'est comme ça qu'on va arriver au fait que l'internaute va te chercher, toi, pour ce que tu sais faire. D'accord. Voilà, pour l'idée générale. Donc du coup, il faut vraiment bien maîtriser la langue française en l'occurrence parce que du coup, on est en France. C'est une maîtrise totale des styles, etc. Ou est-ce qu'il y a un style particulier au copywriting? Alors, le... ouais, faut maîtriser la langue française, mais après, tu verras, tu as certains styles d'écriture qui vont être très libres. On va utiliser le langage parlé, on va tutoyer, on va pas forcément respecter les règles grammaticales, mais c'est volontaire. Et en fait, le style va dépendre des gens à qui tu t'adresses. Euh, j'ai eu une mission dans un cadre très institutionnel, on va dire, où là, il fallait, euh, il fallait t'adresser d'une façon très propre grammaticalement, on va dire. Donc là, c'était des phrases bien tournées, longues, avec des mots assez recherchés. Mais à côté de ça, tu as pour d'autres entreprises où là, il va falloir que tu sois beaucoup plus percutant. Et en fait, tu t'adaptes vraiment à qui tu parles et au message que l'entreprise veut véhiculer. Moi, en fait, mon rôle, je le vois comme un rôle
d'intermédiaire, de médiateur un petit peu entre l'entreprise qui a son message à faire passer, les personnes à qui il doit s'adresser, et c'est à moi de trouver la bonne façon pour le faire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin du coup dans ces méthodes? Souvent on dit qu'il faut des phrases très courtes, comme tu l'as dit, faut des paragraphes parce que moi par exemple je t'ai connu parce que, je suis abonné à ta newsletter. Tous les lundis on reçoit, ouais, des nouvelles. Je vois que c'est très, très aéré en fait, ça va être, 2-3 phrases, on saute, un paragraphe, après on a une phrase ou 2. Du coup, c'est quelque chose qui est, normal dans le copywriting ou c'est, quelque chose qui t'est propre? Non, 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 c'est quand, quand tu regardes tous ceux qui sont spécialisés dans le copywriting, c'est des choses que tu retrouves en fait pour que ton texte soit vraiment bien aéré et que la lecture soit agréable, en fait, que ton œil défile tout seul. Et après, tu vas souligner certains mots ou certaines phrases en gras. En fait, ça va guider le lecteur sur ton texte parce que, en fait, bon, tu en as qui vont tout lire, même quand c'est long, tu vois, qui vont tout lire de façon très attentive, mais la plupart du temps, sur le web, en fait, tu balayes. Et ça peut être frustrant, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut l'accepter et faire avec. Et du coup, c'est pour ça qu'on va aérer le texte. On va le casser des fois aussi, où en fait, tu vas mettre une phrase et la suite du paragraphe, tu vas la mettre à la ligne en faisant un saut de ligne. Ça permet de rythmer ton texte. Et oui, en mettant en valeur aussi, avec certains passages en gras, par exemple, euh, tu vas volontairement changer la police ou la taille de police aussi à certains endroits. Tout ça, c'est pour aérer et rendre les choses visuellement agréables. D'accord, et alors comment tu t'y prends? Comment tu sais que, bah, ce paragraphe-là, il faut le mettre en gras ou faut sauter à la ligne? Qu'est-ce qui fait que tu vas, trouver ces changements de ton, en fait, pour, toujours maintenir l'intérêt du lecteur? Alors, en, en fait, je me mets à la place du lecteur parce que je suis moi-même lectrice. Et donc, je vais essayer enfin, par rapport au contenu que je vais faire pour moi, je vais me mettre dans la peau de la personne qui va me lire. Et, euh, et systématiquement, quand je décroche, je me dis, OK, là, si j'ai décroché, ça va pas, il faut que je casse, il faut que je trouve le truc, il faut peut-être que je reformule ou voir que je zappe le paragraphe en question. Mais je me mets vraiment dans la peau du lecteur qui va recevoir ce que j'écris. D'accord, et c'est pas compliqué justement de dire, bah, d'un côté j'écris donc je suis plus ou moins fier de ce que je fais parce que, c'est dur d'avoir du recul et en même temps, devenir une autre personne et avoir, ce recul justement pour dire: «Bah, tiens, là c'est intéressant» ou «Là ça l'est plus du tout, faut que je retravaille cette partie». Comment tu arrives à jongler entre ces 2 personnes en fait? En fait, il faut mettre son ego de côté, on va dire, parce que on n'écrit pas, on n'écrit pas pour se faire plaisir, même si, euh, en fait, tu n'écris pas à chaque fois pour vendre un produit ou un service bien précis, tu écris aussi pour travailler la marque de ton entreprise, pour véhiculer des messages, montrer comment tu travailles. Donc, tous tes textes ne sont pas orientés vente pure et dure, mais t'écris jamais pour te faire plaisir, toi. T'écris pour que tu sois lu en face. Et du coup, c'est hyper important d'avoir ce regard critique sur ce que t'écris. Et bon, après, si, il y a des tournures de phrases ou des petites anecdotes, ça te fait plaisir de les partager. Mmh. Et donc, en fait, là, il faut concilier. Tu dis, OK, ça, j'ai vraiment envie de le partager, mais du coup, tu trouves une façon agréable pour la personne en face de le lire. D'accord. Est-ce qu'on peut écrire sur tout? Parce que tu parlais qu'on n'était pas forcément dans la vente du produit, donc j'imagine qu'on peut écrire des pages de vente, on peut écrire des articles de blog. Toi, tu fais aussi une newsletter donc qui utilise cette écriture-là. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tout ce qui est, utilisable en copywriting? Alors, bah, le copywriting, en fait, tu peux l'utiliser partout. Et même à l'origine, le copywriting, c'était utilisé sur les publicités écrites. Jusque, voilà, maintenant, le web, c'est un outil formidable pour se faire connaître et donc on en parle beaucoup sur le web, mais ça peut aussi s'utiliser à l'écrit. En fait, le copywriting, c'est vraiment de l'écriture persuasive.
Et les entreprises, dès l'instant qu'elles écrivent, elles ont besoin de persuader les gens en face, ne serait-ce que de les lire, parce qu'elles ont quelque chose d'intéressant à dire. Et toutes les entreprises, toutes, mais vraiment toutes, ont des choses intéressantes à dire. Et, et pour moi, tu peux l'utiliser dans tous les domaines. Tu vois, c'est pas réservé, par exemple, à un domaine jeune, à une entreprise qui fait déjà du marketing ou quoi. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, le copywriting, tu vas le retrouver. Si on part pour le web, le copywriting, tu vas le retrouver, ne serait-ce que sur la page d'accueil de ton site internet. Mhm. Tu vas le retrouver dans ta page de présentation, qui est une des pages les plus lues sur les sites internet et malheureusement souvent négligée. Après, tu vas avoir aussi les articles de blog, tu vas avoir les newsletters, dans les posts sur les réseaux sociaux aussi. Tu peux utiliser l'écriture persuasive. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? C'est bon. Ouais, non, c'est très bien. Donc c'est vrai que voilà, on s'adapte à tous et tout est en fait sujet à être copyrighté entre guillemets quoi. Ouais, c'est ça. En fait, la clé, c'est, on en parlait tout à l'heure bon, il faut maîtriser la langue française et la rédaction, mais l'autre point clé, le plus important, ça va être l'empathie. Être capable de te mettre à la place des gens en face et de te dire, OK, je suis dans cette situation-là. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise du BTP. J'ai besoin de parler à ces gens-là. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'intéresser à cette entreprise du BTP? Comment il va falloir que j'aille, moi, les chercher pour qu'ils s'intéressent à ça? Donc ça, c'est pas, c'est, c'est, c'est pour moi tout aussi important que de savoir bien écrire. D'accord. Donc du coup il y a aussi une recherche sur, on parle de persona, le client idéal. C'est toi qui fais cette recherche sur le client idéal ou c'est le client qui va te donner des informations? En fait, il y a les deux cas de figure. Soit l'entreprise est déjà sensible à ces techniques marketing et donc généralement, elle a déjà une idée bien établie du client idéal et donc bah, moi, je vais travailler en fonction des éléments qu'elle me donne. Soit je vais vraiment accompagner l'entreprise dans cette démarche-là et donc ça va passer par des entretiens avec les clients pour mieux connaître les clients, pour avoir ce qu'on appelle le wording, pour avoir les mots que le client de l'entreprise utilise, Mmh. la façon dont elle va rechercher les informations et tout ça. Et c'est un peu une enquête en fait. Ouais. Et moi, je vais partir de là après pour faire mon travail. D'accord, donc toi tu appelles directement les clients et tu te présentes comme quoi tu vas écrire par rapport à une certaine entreprise? En fait, oui, on se met on- mon client va me donner les coordonnées de clients à lui que je peux contacter. Et, euh, et voilà, et ça se passe toujours très bien. Et généralement, les gens sont ravis. En fait, et ça, les entreprises, c'est pas qu'elles le négligent, mais elles y pensent pas. En fait, les clients sont toujours ravis d'aider les entreprises en question. Ça se passe toujours très, très bien. D'accord, et quels sont les éléments du coup dont tu as besoin pour établir un peu ce portrait robot, ce client idéal? Est-ce que tu as des choses qui reviennent toujours, comme par exemple la profession, comme l'âge, comme qu'est-ce qui t'intéresse dans un premier temps pour établir un peu cette fiche d'identité? Ce qui va m'intéresser, c'est les centres d'intérêt, à quoi ces personnes-là s'intéressent, comment elles utilisent Internet, ce qu'elles vont chercher sur Internet, comment elles vont chercher les entreprises en question. Euh, Par exemple, j'ai un client propriétaire d'un domaine viticole. Euh, Qu'est-ce qui fait que les clients vont aller acheter chez lui? Ça, tu peux pas le deviner. Mmh. Tu vas avoir, bah, voilà, par intuition, tu vas penser à certains éléments, tu vas imaginer certaines choses, mais il faut aller le vérifier ça. Et il y a qu'en allant poser les questions aux clients que tu vas vérifier tes présupposés. D'accord. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur des choses sur lesquelles tu étais partie ailleurs et en fait tu as été très surprise de la réponse d'un client par exemple? Euh,
Alors, très surprise, non. En fait, ouais, je travaillais pour un cabinet d'experts comptables et a priori pas du tout mon domaine, mais le client avait vraiment envie de travailler avec moi. Il aimait bien la façon dont j'écrivais, les messages que je portais aussi. Et donc, du coup, il a fallu que je me plonge un petit peu dans, dans le domaine de l'entreprise. Alors, j'ai passé du temps avec le client un peu pour m'immerger là-dedans. Et puis, j'ai contacté ses clients aussi pour discuter un petit peu avec eux. Et en fait, à chaque fois, les premières choses qui ressortaient quand je demandais pourquoi ils avaient choisi de travailler avec cet expert comptable-là, à chaque fois, ce qui ressortait, c'était pas du tout le savoir-faire et les compétences métiers du comptable, c'était tout ce qui allait autour. L'ambiance du cabinet, l'état d'esprit des collaborateurs, euh, le, la personnalité aussi des collaborateurs. Et ça, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que je suis partie. Il m'avait contacté pour rédiger les textes de son site internet. Et du coup, on est parti sur une toute autre approche que les compétences métiers. Parce qu'on. C'est comme ça aussi que j'ai compris que l'écrit, c'était super important pour véhiculer ton entreprise, pour véhiculer l'image de ton entreprise et ce qui te tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas te démarquer. D'accord. C'est par l'écrit que tu vas transmettre tes valeurs, ta personnalité, et donc toi, tu arrives à te mettre dans la peau du chef d'entreprise ou de l'entreprise en général pour véhiculer ces valeurs-là. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'il faut travailler et surtout, c'est un aller-retour constant entre ce que l'entreprise veut dire et ce que le client, et ce que le client, le prospect, on va dire à ce stade-là, et ce que le client a besoin d'entendre, ce que le prospect a besoin d'entendre, pardon. Et donc, toi, tu es au milieu et c'est un aller-retour constant entre ton client à toi d'entreprise, pardon, ton client à toi d'un côté et le client de ton client de l'autre. D'accord. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner pour commencer le copywriting? Si quelqu'un veut un peu s'essayer, etc., qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, de regarder ce qui se fait, pardon, et d'avoir un regard un peu, d'avoir un regard critique sur les écrits qu'il voit. Tiens, ça j'aime bien, par exemple, on va partir d'articles de blog. J'aime bien cet article, pourquoi je l'aime bien, qu'est-ce qui fait que je le lis jusqu'au bout, qu'est-ce qui fait qu'il a retenu mon attention. C'est vraiment ça, avoir ce regard critique. Le copywriting, ça s'apprend pas dans les livres. Il faut vraiment exercer son œil et puis pratiquer à côté. Écrire, écrire le plus longtemps possible, toujours le plus de fois possible, toujours en ayant ce regard critique sur ce que toi tu écris, comment tu peux améliorer à chaque fois. Et c'est le premier conseil que je donnerais. Après, il y a des... Je suis assez peu de copywriter, mais je vais suivre des entreprises qui ont un très bon copywriting. Et donc, il y a par exemple Flora Douville. Euh, elle a un style rédactionnel très très particulier, très décomplexé. Et ça marche très très bien parce que à travers son style rédactionnel, elle montre la personnalité de son entreprise et je trouve ça vraiment chouette. Je vais suivre aussi Laure Joutot, qui est un peu dans le même esprit. Euh, à côté de ça, pour le storytelling, on peut regarder aussi Christian Godefroy. Lui, il avait fait il était intervenu sur le storytelling. Donc, c'est justement le fait de raconter des histoires qu'on utilise beaucoup pour présenter les marques
et les entreprises. Et lui, il avait fait il était intervenu dans une vidéo où il expliquait très bien la structure des textes. Et ça, c'est assez intéressant. Et après, je vais suivre aussi quelqu'un qui s'appelle Anna Groszowska. Elle est très active sur LinkedIn et elle a pas mal bossé sur l'histoire du copywriting. Et donc, pour avoir une culture copywriting, entre guillemets, elle a des très bons contenus. D'accord. Donc, ouais, donc c'est vrai que le principal concept, c'est vraiment de voir comment c'est fait et d'analyser les écrits de chacun pour aussi, bah, du coup, trouver son propre style, en fait. Ouais, exactement. Après, il existe, si, euh, si la personne a besoin, il existe des formations, des formules d'accompagnement. C'est vrai que c'est toujours. Je trouve que les formations en copywriting, elles vont être efficaces dès l'instant où tu as quelqu'un qui va t'aider à avoir ce regard critique sur ton texte. Tu vois, qui va te dire, OK, là, ton texte, tu peux l'améliorer comme ci, comme ça. Parce qu'après, il existe énormément de formations, mais c'est facile de vite devenir passif sur les formations. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et pour moi, avant de passer par la case formation, je conseillerais d'avoir cette démarche de regarder d'abord ce qui se fait et pourquoi ça me plaît et comment je peux l'améliorer. En fait, c'est un peu comme l'apprentissage d'une langue. C'est que on peut apprendre l'anglais, l'allemand, n'importe quelle langue, et de façon un peu passive, et du coup, on peut plus ou moins comprendre la langue, mais la pratiquer, c'est encore autre chose. Du coup, la parler, c'est autre chose. Et en fait, le copywriting, c'est un peu ça, c'est de dire, bah, avoir une formation ou lire des textes, c'est une bonne chose, mais on ne pourra s'améliorer qu'en écrivant régulièrement, et du coup, bah, en faisant des tests et en voyant ce qui fonctionne ou pas. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, tu vois, je te dirais bien, même si tu n'es pas à l'aise avec l'écrit, tu peux faire des bons textes copyrightés, mais en fait, non. Non, parce que si tu n'es pas du tout à l'aise avec l'écrit, ça va vite devenir une corvée. Après, par contre, il f- tout part de la motivation. Si tu as, envie vraiment d'avoir des textes beaucoup plus percutants, persuasifs pour ton site, des textes qui t'aident à vendre, alors tu auras envie de bosser ça. Mais si à la base ça ne t'intéresse pas du tout, ne t'embarque pas là-dedans. Enfin, je, ça peut peut-être surprendre ce conseil, mais pour l'avoir vu, j'ai accompagné aussi des entreprises qui voulaient être autonomes pour ça, donc je les ai un peu, on va dire, coachées. Je ne sais pas si on peut dire ce terme-là. Je les ai coachées pour améliorer leur écrit, leur texte. Et, euh, et en fait, au début, euh, au début, ça va, ils arrivent à s'y tenir, et puis après, bah, ils sont rattrapés par leurs priorités du moment. Ils ont tendance à relâcher un petit peu ça. Et c'est pour ça, en fait, faut, faut vraiment, si tu veux progresser en copywriting, il faut que la motivation elle soit là. Et que ça se fait sur le moyen et long terme, quoi. C'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à Exactement. écrire. Ouais, exactement. En fait, avec le copywriting, tu vas avoir des effets à moyen long terme. En fait, c'est pas si le client ne te connaît pas, euh, c'est pas parce que tu vas utiliser tel ou tel mot sur ton site qu'il va t'appeler tout de suite. Tu vois, il y a tout un système à construire et ça aide. Disons que ça aide le client à faire le prospect, à faire le premier pas déjà vers toi pour mieux te connaître. C'est vraiment ce qu'on cherche d'abord, d'avoir ce levier-là. Et après, on va optimiser ça en lui proposant d'autres types de contenus pour l'amener à nous appeler. D'accord, donc du coup, aussi ce que tu es en train de dire, c'est que avoir juste la page de présentation qui est copyrightée et pas le reste du site, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est une première pierre à l'édifice, mais ce qu'il faut, c'est vraiment créer toute une stratégie autour de l'écriture qu'on va retrouver sur le blog, sur des posts sur les réseaux sociaux, etc. Il ne faut pas simplement dire, bah, j'ai une page copyrightée, c'est bien parce que c'est la page principale, mais si le reste est mal écrit, ça ne sert à rien en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu construis tout un écosystème où bon, bah, tu as ton site, tu as tes réseaux sociaux, tu as ta newsletter. Et
ça après c'est de la stratégie éditoriale en fait, mais chaque canal a une fonction bien précise et tout fonctionne ensemble. Et c'est pour ça que j'aime bien parler d'écosystème. Et par exemple, tu vas bosser la façon d'écrire tes posts sur Facebook. Tes posts, ils vont être super bien écrits, ça va super bien marcher, tu as plein de gens qui sont intéressés. Ils vont cliquer sur le lien que tu mets pour les envoyer vers la nouvelle offre que tu proposes parce que tu as super bien écrit ton texte et ça va leur donner envie de cliquer. Ils cliquent et là, ils tombent sur une page où tu n'as pas fait l'effort. Ouais, c'est un peu maladroit, mais en gros, où ta page, elle est pas très bien écrite, t'as pas fait l'effort de te mettre à la place de la personne en face, et du coup, tu fais le boulot qu'à moitié, et là, bah, les gens, tu les perds. Mhm. En fait, le copywriting, ça va vraiment t'aider à faire en sorte que le client, il te contacte. Et du coup, c'est pour ça que c'est vachement important de raisonner aussi en termes d'écosystème. C'est pas juste, OK, je veux mieux écrire mes posts sur les réseaux sociaux. Il faut que derrière, ça suive. D'accord. Ouais, en fait, c'est un peu une sorte de charte graphique pour l'entreprise. On a un logo, on a des couleurs qu'on va appliquer, qu'on va répliquer sur les posts, etc. Et tout ça fait que bah, on reconnaît l'entreprise par rapport à ses couleurs, à son logo. Et le copywriting, c'est on va reconnaître le style d'écriture de l'entreprise, que ce soit sur le site, sur les posts, sur la newsletter, etc. C'est une cohérence qu'il faut aussi mettre en place pour pas se dire bah tiens là il y a quelqu'un qui a écrit, il y a une autre personne qui a écrit, c'est complètement différent, etc. C'est important d'être homogène dans l'écriture. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, le texte était un peu négligé jusqu'à présent. Et en fait, avec l'explosion du marketing de contenu, on va dire, les gens y reviennent un peu parce que tu peux avoir un site internet hyper bien construit, hyper chouette à regarder. Si le texte, ça suit pas, si c'est chiant à mourir à lire, t'arriveras à aucun effet. C'est vrai. En fait, on se rend compte finalement qu'il faut apporter de la valeur au client. Et la valeur aussi, elle passe par la qualité d'écriture. C'est pas Ouais. simplement être beau, mais il faut qu'il y ait du fond en fait. Et le fond, c'est forcément l'écriture. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y ait du fond. J'ai eu le cas, bon, c'est un petit peu différent, mais je suis aussi contactée parfois par des entreprises qui veulent de la réécriture d'articles. En fait, l'entreprise a déjà une base, mais elle a besoin de rendre le texte plus sympa, plus persuasif, plus convaincant. Et donc, je suis aussi parfois appelée pour ça. Et là, j'ai eu le cas d'une entreprise où, en fait, je ne suis pas allée au bout de la mission parce qu'il n'y avait pas de fonds. Et pour moi, c'était de la perte de temps, de la perte d'argent et l'entreprise n'allait pas arriver au résultat qu'elle souhaitait par ce moyen-là. Du coup, j'ai recontacté le client et je lui ai expliqué ça. Et, en fait, il a très bien compris. Il n'avait pas il pensait vraiment que l'écriture, c'était un peu une sorte de pouvoir magique, on va dire. Mais du coup, d'en avoir discuté avec lui, il s'est dit, ah oui, mais il faut que je bosse le fond avant. Et donc, on a repris ça ensemble. Alors, on a mis la mission entre parenthèses quelques temps, mais il est revenu après et on a continué la mission. Mais c'est, c'est intéressant aussi de voir que bah, parfois, c'est vrai que les clients vont chercher un peu la méthode qui fait que la vente, ça va vite. Et tu peux tomber sur des articles sur le web qui te vantent un peu les techniques de rédaction, les techniques de copywriting, mais le fond doit être là quand même. Ouais, en fait, c'est pas qu'une astuce, c'est pas un truc. C'est quelque chose qui est plus profond que ça. Et forcément, il faut qu'on ait à donner à manger entre guillemets aux clients ou aux prospects pour qu'en fait, ils trouvent un intérêt à lire. Parce que même si c'est bien écrit, mais qu'on n'apprend rien, finalement, la personne n'ira pas jusqu'au bout et en tout cas, ne fera pas l'action qu'on avait souhaité. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que tu parlais de pages de vente, est-ce qu'il y a comme des petites techniques, mis à part savoir écrire, est-ce qu'il y a des petites astuces à faire sur une page de vente pour réussir à convaincre la personne d'acheter?
Alors, euh, ouais, en fait, il faut, quand tu construis ta page de vente, il faut vraiment mettre en avant ce que la solution que tu vends va lui apporter. Il faut vraiment mettre en avant le problème que la personne a actuellement. Euh, et après, tu lui montres que ta solution va l'aider à régler ce problème-là. Ce qui se fait beaucoup sur les pages de vente, on va prendre l'exemple des formations, par exemple. Ma formation va t'aider si tu es dans ce cas-là, et là, tu as toute une liste d'items en fait qui reprennent un peu la situation du client. Et après, cette formation n'est pas pour toi si. Et là, en fait, ça te permet de dérouler tout ce que tu vas pas faire dans ta formation. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Mais le conseil que je donnerais, c'est vraiment de bien partir du problème de la personne que tu veux intéresser. Montrer que tu connais son problème, que tu l'as étudié et que tu sais y répondre par la solution que tu proposes. D'accord, donc il faut vraiment se mettre à la place, encore une fois, du prospect et dire bah, qu'est-ce qui va l'intéresser, où est-ce qu'il a mal pour que moi je puisse avoir la solution. Ouais, c'est ça. Et tu... Après, c'est une technique qui est aussi utilisée dans les publicités. Tu vois, par exemple, les publicités pour les pansements, voilà, ils vont te montrer le bobo, le petit enfant qui pleure, et paf, tu mets le pansement et c'est réglé. Bon, je caricature un peu, mais il faut. En fait, ta page de vente ne sera pas efficace si tu ne fais que décrire la solution que tu proposes. Mm, Il faut vraiment montrer que tu connais le problème du client. d'accord. Est-ce que après, tu as une technique, parce que ton métier, c'est d'écrire toute la journée. Comment est-ce qu'on se met à l'écriture? Comment est-ce qu'on dit, bah, tiens, là, j'ai 1 heure devant moi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour un petit peu s'échauffer, comme faire un sportif, ou tu te mets devant ton ordinateur et hop, tout de suite, comme par magie, entre guillemets, tu as, les textes et les mots qui apparaissent? Alors, non, moi, je fonctionne pas comme ça. Je sais pas s'il y en a qui fonctionnent comme ça. En fait, je me bloque des plages dans la semaine où je sais que à tel moment, le créneau est bloqué pour ma newsletter. À tel moment, je vais bloquer le créneau pour un article de blog que je veux sortir. En fait, je me bloque vraiment des plages parce que en fait, ça te permet de te concentrer. Euh, Tu vois, moi, par exemple, quand tu as une entreprise, tu as, vite fait de faire passer les clients et les missions d'abord, et du coup, toi, toute ta com, elle va être reléguée à l'arrière-plan. Et c'est pas bon parce qu'il faut que tu sois régulier pour, euh, pour continuer à capter l'attention. Après, cette erreur-là, toutes les entreprises le font. Moi, je l'ai faite. Et c'est pour ça que c'est hyper important de sanctuariser des plages dans ta semaine pour le faire. J'ai des amis freelance, eux, qui vont utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette technique de productivité. En fait, ils vont se bloquer 1 journée ou 2 journées dans le mois et ils vont faire tout leur contenu, tous leurs articles pour le mois à venir, toutes leurs newsletters aussi. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Après, chacun trouve sa méthode, mais euh, faut s'aménager des plages pour le faire parce que c'est là que tu vas être le plus concentré. D'accord. Et quand tu écris un article, est-ce que tu écris tout d'un coup comme ça vient, ou est-ce que d'abord tu vas voir les grands paragraphes, les grandes idées, tu le construis au fur et à mesure, comme un squelette qui se remplit? Euh, ça dépend vraiment. Il y a des fois, je vais écrire un peu au feeling. Du coup, moi, j'utilise Trello pour m'organiser. Et là, quand j'ai les idées qui me viennent, je les note sur Trello. Et, euh, et au moment de la rédaction, je vais revenir sur ces idées-là. Après, j'ai des articles, par exemple. Je sais qu'il va falloir que j'écrive sur ce sujet-là.
mais j'ai pas forcément l'inspiration tout de suite. Alors, je vais y aller par petites étapes. Tu vois, je vais d'abord chercher des sources sur ce thème-là, pareil que je vais ajouter dans mon Trello. En fonction de ça, je vais dégager une problématique. Après, je vais essayer de dégager peut-être un plan, mais je fonctionne assez peu au plan avant la rédaction. Et après, je vais m'attaquer à la rédaction. Mais généralement, le plan, il vient une fois que je suis lancée dans la rédaction, tu vois. D'accord. Eh ben, c'est super clair. Est-ce que tu aurais la différence entre le storytelling, tu me disais, et Ouais. le copywriting? Alors, le storytelling, c'est une autre technique de rédaction, on va dire. Euh, c'est vraiment raconter des histoires. Raconter des histoires pour capter l'attention, raconter des histoires pour faire passer des messages. Et ça fonctionne beaucoup parce que tu vas partir d'anecdotes ou tu vas tu vas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. En fait, les gens en face qui te lisent ou qui t'écoutent, parce que c'est utilisé aussi pour les prises de parole, ils vont s'identifier à la personne. En fait, on adore tous lire et écouter des histoires et, et tu vas capter l'attention comme ça. Et en fait, c'est vraiment beaucoup utilisé aussi pour... enfin, moi, je l'utilise beaucoup pour les pages de présentation, les pages à propos. Et je l'utilise aussi dans des dossiers de presse qu'on va me commander. Parce que, pareil, le journaliste, pour qu'il ait envie d'écrire sur toi, il faut que tu captes son attention. Et, donc, et le storytelling, pour ça, c'est vraiment chouette. D'accord, donc c'est vraiment l'art de raconter une histoire, alors que le copywriting, c'est l'art d'écrire pour amener à faire une action. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment le copywriting, ça va être vraiment l'écriture l'écriture persuasive. Et le storytelling, ça va être, bah, comme tu dis, l'art de raconter des histoires. Mais du coup, les deux sont complémentaires. Exactement, exactement. Aussi, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les... aujourd'hui, la plupart de nos besoins primaires sont satisfaits. Et du coup, les prises de décision, elles sont régies à 95% par l'émotionnel. Et c'est pour ça que le storytelling et le copywriting vont venir agir là-dessus pour enclencher la prise de décision chez les gens. Et comment on fait naître une émotion? Par l'écrit. euh, tout part toujours du besoin du client et du problème qu'il rencontre. Et en fait, dès l'instant que tu montres que tu connais son problème, que tu sais appuyer, ouais, ça peut paraître un peu agressif, mais que tu sais son problème, que tu sais ce qui lui fait le plus mal dans son problème, déjà là, tu vas agir sur l'émotionnel parce que bah, ça fait toujours du bien quand tu sens que la personne en face, elle comprend ce que tu rencontres. Et ensuite, l'émotionnel, bon, ça peut être ça, montrer que tu comprends le problème, mais ça peut être aussi faire marrer les gens. Et ça, tu peux l'utiliser avec le storytelling. Pour, je sais pas, quand tu racontes une anecdote où tu t'es vautré lamentablement ou t'as fait une boulette ou quoi, quand tu le tournes en dérision, quand tu utilises l'humour, souvent ça crée un lien avec la personne en face parce qu'elle peut s'être retrouvée dans la même situation. Ça, c'est beaucoup une méthode qui est utilisée par les speakers de TEDx, où ils commencent toujours par quelque chose de personnel, où ils sont pas du tout en valeur, et vont ensuite développer bah, leur idée pour amener à une conclusion. Mais c'est toujours quelque chose comme ça, en disant bah, moi petit, ceci, cela, ou moi je pensais que, et en fait, derrière, bah, vu Et qu'ils sont pas valorisés, les gens l'écoutent, ils se disent bah, tiens, je suis comme eux, ils s'identifient. exactement. Faut pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité.
c'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire, pour moi, c'est un aveu d'intelligence. En fait, c'est juste, on est tous humains, personne n'est parfait, on a tous fait des boulettes, on s'est tous plantés. Et de le reconnaître, ça montre qu'on a un regard critique aussi sur soi, sur ce qu'on fait et qu'on sait rebondir. Et ça fait du bien aussi de partager ces moments-là. J'écoute pas mal le podcast La Leçon de Pauline Grisoni, qui est dédié un peu à l'art de l'échec, comme elle dit. Et, et, et où là, bah, voilà, t'as pas de, tu mets ton ego de côté et tu te montres le plus vulnérable. Et c'est pas on a tendance à avoir peur de faire ça, mais je trouve que c'est vraiment bien. Ça montre que tu es humain et que, que tu rencontres des difficultés comme tout le monde. Ouais, du coup, ouais, ce qui te rend humain, en fait, et c'est pour faire une petite comparaison avec tes super-héros, en fait, ceux qui fonctionnent le plus, c'est quand ils ont un côté humain, une part de faiblesse, et là, on peut s'identifier. Alors que s'il est vraiment parfait, finalement, le personnage sera pas intéressant parce qu'on n'arrive pas à trouver une attache à la personne, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tout est parfait, c'est pas la vraie vie. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Moi, j'aime bien terminer les podcasts par tes inspirations. Donc, tu en as déjà cité quelques-unes. On pourra mettre les liens en commentaire pour que les personnes puissent un peu les suivre. Tu as parlé d'un podcast. Est-ce que tu as d'autres podcasts, d'autres vidéos, des livres qui t'ont un peu inspiré dans ton métier? Ouais, alors euh, les livres, oui, les livres. On peut parler de Seth Godin, qui est un marketeur. En fait, il a un blog aussi où il publie un article par jour. Et lui, il a développé ce qu'il appelle le permission marketing. C'est ça, c'est le fait que les gens te cherchent toi pour ce que tu proposes. Et moi, je m'inscris vraiment dans cette lignée-là. Il a beaucoup révolutionné le marketing. On est vraiment dans un marketing authentique. J'aime pas dire ça, mais bon, C'est le cas. c'est le cas. Et donc ça, je conseillerais lui. Bon, c'est en anglais, mais ses livres ont été traduits en français. Mais son blog est en anglais. Voilà, au niveau marketing. Après, au niveau podcast, au final, j'en écoute assez peu. J'ai parlé de La Leçon. Je vais écouter de temps en temps le gratin de Pauline Léniaud parce que ouais, c'est vraiment des entretiens assez privilégiés pour mieux connaître le portrait de certains entrepreneurs, certains dirigeants. Et j'aime bien la façon dont elle mène les entretiens. Après, au niveau des livres en marketing, j'en ai acheté des tas quand j'ai commencé. Euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En fait, j'en ai très très peu lu parce que c'est pas dans les livres que tu vas apprendre. Et il faut. Bah, du coup, mon libraire était très content, hein. Mais mais c'est pas comme ça que tu apprends. Il y a quand en te confrontant au terrain que tu vas apprendre et progresser. Et voilà, après, il y a les personnes que j'ai citées tout à l'heure, mais du coup, je pense que tu mettras les liens ou tu mettras tout le monde. Euh, ah si, j'ai oublié aussi une newsletter que je suis, c'est The Profile. En fait, je crois qu'elle est américaine. Elle publie beaucoup de portraits. C'est une newsletter très très complète. Et là, pour travailler le style rédactionnel et le storytelling, c'est un très très bon outil euh, parce que elle écrit pour des supports assez différents et elle a un regard qui est très sympa. Et donc, ouais, je recommanderais cette newsletter aussi. D'accord. Eh ben, merci pour tous ces bons conseils en tout cas. Ça, c'était très complet, hein. On a vraiment pu aborder plein de sujets. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces astuces autour du copywriting et un peu de storytelling également. Merci. Et ben voilà, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez liker, partager, commenter, le faire découvrir à vos contacts afin de faire grossir un petit peu ce podcast qui, je l'espère, vous apporte des réponses autour de la communication et du marketing. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et portez-vous bien.